1962, c'est la guerre froide. L'armée rouge menace d'envahir l'Europe occidentale. À Cuba, les forces soviétiques tentent d'introduire des missiles dans l'île. Le président Kennedy réagit fermement à cet affront. Je somme le président Khrouchtchev de mettre fin immédiatement à cette menace clandestine et imprudente qui est une provocation pour la paix mondiale. Marilyn Monroe fait sa dernière apparition publique, puis succombe à une overdose. Adolf Eichmann, un meurtrier notoire jugé coupable de crimes contre l'humanité, est pendu. En Grande-Bretagne, des manifestants protestent contre l'exécution de James Hanratty, accusé d'un meurtre commis sur une autoroute. Le 26 avril, des funérailles ont lieu au crématorium de Golders Green, au nord de Londres. Molly Young est morte subitement des suites, semble-t-il, d'un accident récent. 5 jours auparavant, son mari, Fred Young, rentre déjeuner et la trouve en train de se tordre de douleur dans leur jardin. Le fils de Fred Young, Graham, âgé de 14 ans, semble pétrifié et regarde par la fenêtre de la cuisine l'agonie de sa belle-mère. Molly Young est transportée d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne parviennent pas à la sauver et elle meurt dans l'après-midi. Graham insiste alors pour que sa belle-mère soit incinérée rapidement, ce que sa famille affligée accepte, souhaitant épargner une source de détresse supplémentaire au jeune homme. Pendant la réception, un des oncles de Graham se met à vomir après avoir mangé un sandwich dans lequel il a ajouté des condiments. Ce ne sont pas les premières maladies qui frappent le foyer des Young. Molly Young a commencé à souffrir de douleurs d'estomac quelques mois plus tôt. Quand Fred Young est pris de violentes crampes à son tour, il se demande si son fils n'aurait pas contaminé les ustensiles de cuisine lors de ses expériences de chimie, son loisir favori. Ce que les Young ignorent, c'est que l'un des amis de lycée de Graham, Chris Williams, souffre lui aussi depuis quelque temps de crampes dans les jambes et dans la poitrine, ainsi que de violents maux de tête. Les douleurs de Chris sont si intenses qu'il est finalement transporté à l'hôpital Willesden, où les médecins diagnostiquent une violente migraine. Un matin de novembre 1961, Winifred, la sœur de Graham, part travailler après avoir trouvé pendant le petit déjeuner un goût amer à son thé. Durant le trajet, elle est prise d'un grave malaise et doit être transportée à l'hôpital du Middlesex. Les analyses révèlent qu'elle a absorbé de la belladone, un poison extrait de la plante du même nom. À sa sortie d'hôpital, Winifred accuse son frère d'être beaucoup trop négligent lors de ses expériences de chimie. Le garçon nie vigoureusement. Les deux enfants ont une enfance quelque peu perturbée. Leur mère est morte d'une pleurésie peu après la naissance de Graham. Winifred fut envoyée chez sa grand-mère et la sœur de Fred s'est occupée de Graham. En 1950, Fred Young se remarie et la famille est à nouveau réunie. Mais Fred Young ne s'est jamais senti proche de son fils. Frank Walker, l'oncle de Graham, se souvient de leur rapport. Son père, pour autant que je m'en souvienne, n'avait jamais de temps à lui consacrer. Il ne l'a jamais, comment dire, il ne l'a jamais chéri comme il aurait dû le faire, ou montré une affection quelconque. Graham apparaît comme un enfant solitaire et peu sociable. Cependant, il fait preuve d'une intelligence suffisante pour passer l'examen d'entrée en 6e et il obtient une place au lycée John Kelly. Aucune des disciplines enseignées ne semble vraiment l'intéresser, sauf une, la chimie. Cela devient pour lui une véritable obsession. Graham commence à emprunter des livres sur la médecine et les poisons. Sa famille le surprend avec des bouteilles qu'il avoue avoir volées dans les poubelles de pharmacie du quartier. À l'âge de 13 ans, Graham est déjà un expert des poisons et de leurs effets. Mais il a d'autres obsessions troublantes. Quand j'allais chez Fred, sa femme, c'est-à-dire la belle-mère de Graham, qui est morte maintenant, me montrait des dessins du garçon. C'étaient des cercueils sur lesquels il avait inscrit « Repose en paix ».
et des têtes de mort, et plein de trucs de ce genre. Elle m'a même demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai répondu « Mais c'est votre garçon, non ?» Graham ne cache pas son admiration pour William Palmer, l'empoisonneur qui a vécu pendant le règne de la reine Victoria et qui a fait 13 victimes. Il est aussi fasciné par le docteur Crippen, qui a tué sa femme à l'Hyoscine en 1910. Peu après la mort de sa femme, Fred Young tombe de nouveau malade. Il souffre de douleurs d'estomac et de maux de tête. Les médecins sont tout d'abord perplexes. Puis le laboratoire fait une découverte étonnante. Fred Young a été empoisonné avec de l'antimoine, une substance métallique rare. Une seule dose de plus et il était mort. Graham rejette vivement toute responsabilité dans ces événements. Comme il n'y a aucune preuve contre lui, sa famille hésite à le mettre en cause. Mais un des professeurs de Graham s'inquiète depuis longtemps de l'obsession que nourrit son élève pour les poisons. Il organise un entretien avec un psychiatre qu'il fait passer pour un conseiller d'orientation. C'est dans ce lycée, le 20 mai 1962, un mois après la mort de la belle-mère de Graham, qu'a lieu cet entretien. Graham se met très vite à parler de son sujet favori, les poisons. Il semble enchanté et flatté de pouvoir montrer ses remarquables connaissances en toxicologie. Dès la fin de l'entretien, alors que Graham vient de quitter la pièce, le psychiatre téléphone à la police. Le lendemain, pendant que Graham est au lycée, un inspecteur de la police fouille sa chambre. Il y trouve suffisamment de poison pour tuer 300 personnes. Quand le jeune homme rentre chez lui ce soir-là, on découvre sur lui une fiole d'antimoine et 2 flacons, dont l'un contient du thallium. Tout d'abord, Graham nie avoir tout lien avec l'empoisonnement de sa famille. Mais il finit par craquer et avoue se complaire dans le pouvoir que lui confère le fait de porter du poison sur lui qu'il peut utiliser à sa guise. Quelques années plus tard, Chris Krieger, un ami de lycée, se souvient de son comportement bizarre. Il portait toujours, ou du moins très souvent, du poison sur lui. Il possédait en particulier une petite fiole de tartrate de potassium ou un autre médicament de ce genre dans sa poche gauche supérieure. C'était une petite fiole de cette dimension. Il la regardait souvent et il l'appelait sa petite camarade. Petit à petit, il s'est rendu compte que je comprenais et il m'a raconté ce qu'il faisait. Il me faisait entendre qu'il empoisonnait des gens, que sa mère était malade. Je savais qu'il le faisait et il savait que je le savais, mais il n'essayait même pas de s'en cacher. Il en parlait souvent avec moi. Il avait l'habitude de venir me voir pour me raconter à quel point sa mère était malade, quel poison il utilisait, et vers la fin, je me rappelle qu'il m'a montré un graphique. Il m'a dit que l'un des axes représentait la progression de la maladie et l'autre, les dates à laquelle il lui donnait des doses de poison. Le 6 juillet 1962, Graham Young comparaît devant la cour d'assises de Londres et plaide coupable. Il reconnaît avoir empoisonné sa sœur, son père et un ami de lycée, Chris Williams. Parmi les médecins qui l'examinent pendant sa détention, Donald Blair, psychiatre consultant, en est arrivé à la conclusion suivante. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce jeune homme représente un très grave, un très sérieux danger pour les autres. Il y a peu de chances de voir diminuer cette violente obsession et cet intérêt quasi exclusif qu'il porte aux médicaments et à leurs effets toxiques. Il pourrait renouveler les mêmes actes n'importe quand et empoisonner de nouveau. C'est un esprit froid, calme et calculateur. Le juge Melford Stevenson ordonne sans la moindre hésitation l'incarcération de Graham Young à Broadmoor, l'hôpital psychiatrique pour criminels. Il recommande une détention de 15 ans minimum, au terme de laquelle Graham Young ne pourra être relâché que sur l'avis du secrétaire d'État alors en poste. Graham Young n'a que 14 ans et demi. C'est l'un des 3 seuls détenus de moins de 16 ans envoyés à Broadmoor pendant notre siècle. On lui réserve une cellule isolée, à l'écart de la prison surpeuplée. Sa famille tente de lui montrer qu'elle ne l'abandonne pas et lui rend visite régulièrement. Mais il semble que son incarcération ne fasse pas disparaître son obsession. Il me parlait uniquement pour me demander des allumettes. Et je n'ai pas fait le rapprochement à ce moment-là. Mais je suppose qu'on peut fabriquer du poison avec des allumettes, pas vrai? Les soupçons de Frank Walker sont exacts. Graham Young acquiert vite une sinistre réputation auprès des autres détenus et du personnel de Broadmoor.
Un de ses compagnons de détention se souvient. C'était une obsession chez lui. Il était obsédé par la toxicologie. Il fallait qu'il s'y adonne. Il était fasciné par le nazisme, Hitler, Mein Kampf, la montée et la chute du Troisième Reich, la sorcellerie et la démonologie. Il était comme possédé par une obsession satanique qu'il voulait mener à une conclusion satanique. Pour parler franchement, il voulait marquer l'histoire et être le plus grand empoisonneur qui ait jamais existé. Graham Young est confié principalement aux soins du psychiatre Edgar Unwin, qui fait le maximum pour réadapter l'adolescent. Il lui confie un travail digne de confiance dans les cuisines, mais un jour, on trouve du produit détergent pour les toilettes dans le café des infirmières et on lui retire le poste. Pendant quelques années, Graham Young donne l'impression d'être plus calme. Il semble que son obsession s'estompe. Vers le milieu de l'année 1970, les pouvoirs publics considèrent qu'il pourra bientôt être remis en liberté. Finalement, début 1971, le ministère de l'Intérieur accepte de le relâcher plus tôt, sous réserve qu'il continue à se faire soigner. Malheureusement, personne ne mentionne la remarque de Graham Young peu de temps auparavant. À ma sortie de prison, je tuerai une personne pour chaque année que j'ai passée ici. Le 4 février 1971, Graham Young sort de Broadmoor. On l'envoie suivre un cours de gestion dans un centre de formation gouvernementale à Slough. Il apprend à gérer des stocks et fait l'objet d'un rapport brillant. Mais ce rapport ne mentionne pas que pendant toute la durée de ce cours, les participants ont souffert de mystérieux maux d'estomac. L'une des personnes les plus gravement atteintes se nomme Trevor Sparks. Durant les cours, il fut pris de violentes douleurs abdominales. Les médecins ne purent rien déceler d'anormal, bien que ces symptômes aient persisté pendant plus de 2 mois. Vers la fin du cours, Young sollicite un emploi de magasinier dans l'entreprise John Adland, à Bovingdon, dans le Hertfordshire. Cette société est spécialisée en matériel photographique et optique. Godfrey Foster, le directeur général de la société Adland, a lu avec un intérêt le rapport envoyé par le centre de formation sur Graham Young. Cet homme a une intelligence supérieure à la moyenne. Il est très consciencieux dans son travail, il sait suivre les instructions qu'on lui donne et prendre des initiatives. Foster remarque cependant un fait légèrement inquiétant. Le rapport mentionne que le jeune Young a reçu des soins psychiatriques dans le passé. Il décide de contacter le centre. Le centre m'informa qu'il m'enverrait des renseignements supplémentaires sur Graham Young. Et 3 jours plus tard, j'ai reçu cette lettre. Monsieur, suite à votre demande, je vous envoie une copie du rapport du docteur Unwin concernant Monsieur Young. Je suis sûr que vous le trouverez satisfaisant. Le document joint était un certificat médical sur Graham Frederick Young que je vais vous lire. Cet homme a souffert de troubles de la personnalité profonds qui ont nécessité son hospitalisation pendant toute la durée de son adolescence. Sa guérison est toutefois complète et il est désormais apte à la vie civile. Son seul handicap étant de rattraper le temps perdu. On offre le poste à Young qui commence à travailler le lundi 10 mai 1971. Il est élégamment habillé d'un costume et porte une cravate. Les autres membres du personnel trouvent leurs nouveaux collègues plutôt solitaires, selon les termes de Jethro Batt, magasinier. Ce n'est pas qu'il était impopulaire. Il n'était pas désagréable en général. Seulement, il ne fréquentait personne, c'est tout. Il ne rendait de compte à personne. Mais on remarque bientôt que ses centres d'intérêt sont plutôt bizarres. Il avait des sujets de conversation plutôt macabres, vous savez, la guerre, les empoisonneurs, des trucs de ce genre. C'était plutôt limité comme sujet, mais il en parlait souvent. Il imitait bien les discours d'Hitler. Je ne sais pas si c'était vraiment les discours d'Hitler, évidemment, ils étaient en anglais. Mais il savait bien imiter ces expressions. Le jeune homme semble souvent distrait et le personnel du magasin le prend vite sous son aile. 2 des hommes les plus âgés se prennent d'amitié pour lui. Bob Egle, le responsable des stocks, âgé de 59 ans,
et Fred Biggs, le chef d'atelier âgé de 60 ans. Young semble apprécier leur gentillesse et prend l'habitude d'aller leur chercher du thé sur le chariot ambulant. On sert du thé 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Mais le chariot reste souvent sans surveillance au milieu du magasin. Le personnel peut ainsi se servir à volonté. Après avoir logé pendant les premiers jours à Hemel Hempstead, chez sa sœur, qui est désormais mariée, Graham Young prend une chambre meublée dans le voisinage, rue Ménard. Le 3 juin, Bob Eagle tombe malade. Il souffre de douleurs à l'estomac et doit s'arrêter pendant quelques jours. On croit brièvement à sa guérison, mais il est soudain paralysé et meurt subitement le 7 juillet. Selon l'autopsie, le décès est dû à une bronchopneumonie et à de la polynévrite. Bien que profondément attristé, ses collègues ne soupçonnent rien. Puis début septembre 1971, Fred Biggs commence lui aussi à souffrir de crampes à l'estomac et à être pris de vomissements. Le 20 septembre, le directeur import-export, Peter Buck, commence à souffrir des mêmes symptômes après avoir bu du thé en compagnie de Graham et d'un commis, Dave Tilson. Le 8 octobre, Dave Tilson tombe malade à son tour, juste après la pause durant laquelle il a discuté avec Graham Young. 2 jours plus tard, ses jambes commencent à s'engourdir. À peine une semaine après, Jethro Batt, 39 ans, magasinier comme Graham, est pris d'épouvantables douleurs. Cette fois-là, j'avais l'impression que quelqu'un avait enfilé un de ces gants de duel. Vous savez, ces gants de fer qu'on portait dans l'ancien temps. Et qu'il était entré en moi pour se loger sous mes côtes. Et qu'il tordait et serrait et tordait encore tous mes organes à cet endroit. Je ne mens pas. C'est là que tu m'as demandé un pistolet, non? Oui, c'était à ce moment-là. Quand il est arrivé au point de me demander un pistolet pour se tuer, il était à l'agonie. Les douleurs de Jethro Batt ne font qu'empirer et il se met à perdre ses cheveux. Quand on le transporte à l'hôpital le 5 novembre, il est presque chauve. Fred Biggs a repris son travail le 6 novembre, se sentant mieux. Mais il doit s'arrêter presque immédiatement et rentrer peu après à l'hôpital. La direction et le personnel de la société Hadland sont alors profondément alarmés par ce mystérieux microbe qui frappe si gravement leur entreprise. Certains pensent qu'il s'agit d'un virus local particulièrement violent ou que l'eau est contaminée. D'autres affirment que l'épidémie provient des expériences radioactives effectuées non loin de là dans un terrain d'aviation désaffecté. On fait venir une équipe d'inspecteurs du travail qui ne trouve rien prouvant le bien fondé de ces rumeurs. Entre-temps, Fred Biggs a été transféré à l'hôpital national pour les maladies nerveuses à Londres. Il y meurt le 19 novembre. Lors d'une réunion d'information du personnel, le médecin de la société Hadland explique qu'il n'y a aucune preuve de radiation ou de contamination. Il est surpris par les questions que Graham Young lui pose sur les effets dus à l'empoisonnement par métal lourd comme le thallium. Étonné par les connaissances peu courantes de celui-ci sur les symptômes, il en parle au directeur qui décide d'informer la police. On demande à Scotland Yard de vérifier si l'un des employés de la société a un casier judiciaire. Par hasard, le chef de la police du Hertfordshire, le commissaire divisionnaire Ronald Harvey, doit déjeuner avec des médecins légistes. Tandis qu'il décrit les symptômes de plusieurs victimes, les médecins déclarent unanimement qu'il s'agit d'empoisonnement au thallium. Puis Scotland Yard révèle que Graham Young n'a été libéré de Broadmoor que récemment, où il a été détenu pendant 9 ans pour avoir empoisonné sa famille. La police se rend au plus vite au meublé de Young. Comme celui-ci est parti pour le week-end, les policiers vont voir s'il ne se trouve pas chez sa sœur. On le retrouve finalement chez son père et sa tante à Sheerness. C'est là qu'il est arrêté par la police locale. Durant le trajet, Graham Young se montre arrogant et indifférent. Alors qu'il semble prêt à avouer qu'il a empoisonné ses collègues au début de l'interrogatoire, il refuse soudain de signer une déclaration écrite. La police parvient à retrouver les pharmacies dans lesquelles Graham Young s'est procuré les poisons qu'on a trouvés dans sa chambre.
Young avait rédigé de fausses lettres d'autorisation se faisant passer pour un chercheur en médecine. Le directeur de Hadland est épouvanté qu'on ait pu lui cacher les antécédents de son employé. Si j'avais su quel était le passé de Graham Young en l'employant, j'aurais tout de suite pu faire le nécessaire et lancer toutes les recherches utiles dès que quelqu'un est tombé malade, en particulier si c'était un collègue qui travaillait près de lui. La maladie de Robert Eagle a duré 4 ou 5 semaines avant la dernière attaque qui a entraîné sa mort. Non seulement on aurait pu le sauver, mais il n'y aurait jamais eu d'autres morts. Et nous aurions pu protéger tous ces autres collègues qu'il a réussi à empoisonner en leur faisant subir d'atroces souffrances. Entre-temps, le corps de Fred Biggs et les cendres de Bob Eagle sont envoyés au laboratoire de Scotland Yard. Des analyses complètes révèlent que les deux hommes ont été empoisonnés au thallium. Le 3 décembre 1971, Graham Young est inculpé des 2 meurtres. C'est la première fois qu'on utilise du thallium comme poison en Grande-Bretagne et c'est la première fois aussi que l'on obtient des preuves par examen des cendres après une incinération. Le procès de Young débute au tribunal de St. Albans le lundi 19 juin 1972 devant le juge Everlate. Young est accusé des meurtres de Bob Eagle et de Fred Biggs, de tentative de meurtre sur David Tilson et Jethro Batt et de s'être livré à d'autres actes criminels en empoisonnant plusieurs de ses collègues à Hadland. Parmi lesquels Diana Smart, Ron Hewitt et Peter Buck. John Leonard, avocat de la couronne chargé de l'accusation, décrit comment toute une série d'étranges maladies se sont abattues sur la société Hadland et les poisons que l'on a retrouvés dans la chambre de Young. Les atroces souffrances des victimes provoquent de vives réactions dans le tribunal. Les veuves de Fred Biggs et de Robert Eagle décrivent les souffrances extrêmes qu'endurèrent leurs maris respectifs. Un des pharmaciens qui a fourni du thallium au meurtrier identifie Graham Young comme l'homme à qui il en a vendu. Mais on ne dispose que de preuves indirectes. Rien ne démontre que c'est bien Graham Young qui a administré les poisons. En vertu d'une loi protégeant les accusés, le jury ne peut pas être informé de la condamnation antérieure de Young pour empoisonnement, ni de sa détention à Brownmoor. L'issue du procès dépend à présent du journal intime de Graham Young que l'on a retrouvé dans son meublé. Il y décrit en menu détail les progrès de ses expériences macabres. Au cours du contre-interrogatoire, Young tente de réfuter cette preuve accablante, affirmant qu'il s'agit des bases d'un roman. Son avocat, Sir Arthur Irvine, affirme que Young ne ferait certainement pas étalage de ses connaissances en toxicologie s'il était l'auteur des meurtres. Mais ses explications ainsi que la froide arrogance de Young n'impressionnent pas le jury. Il ne lui faut qu'1 heure et demie pour le déclarer coupable des 2 meurtres et des autres tentatives de meurtre. Graham Young est condamné à la prison à perpétuité. Une violente polémique éclate lorsqu'on apprend que le meurtrier a déjà été condamné auparavant, puis remis en liberté. Le public ne comprend pas comment il est possible de laisser pareille chose se produire. Une enquête publique portant sur les directives de mise en liberté des prisonniers recommande alors des modifications importantes de la procédure dans ce domaine. Young meurt d'une crise cardiaque en prison en août 1990. Il est cependant parvenu à satisfaire son ambition, devenir l'un des empoisonneurs les plus sinistres et les plus meurtriers de son temps.